Bonsoir, amis sportifs, je reçois pour vous ce soir un grand monsieur, que dis-je, un confrère, Vince, c'est Wenceslas Tekon. Il est le vice-président de l'Union des footballeurs professionnels du Bénin et membre de la FIFPro. Il revient directement à Dakar. Vince, bonsoir. Bonsoir, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs. Et puis, comme d'habitude, j'ai mes collaborateurs. Je commence par GPP. Eh bien, c'est Gilles Chris Amakwe Haïté. Bonsoir. Bonsoir FSP, bonsoir à toutes et à tous. Un bonheur renouvelé d'être là en votre compagnie pour qu'ensemble on puisse scruter l'horizon sportif aussi bien en local qu'à l'extérieur. Et un bonheur de partager ces moments avec le légendaire Vince. Jocelyne Senaou, eh bien, comment allez-vous? Ça va bien, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Eh bien, tennis de table, football, pétanque, eh bien, tout le sport sera décrypté dans cette émission que je vais vous présenter. Échauffement, c'est parti. Allez, nous allons commencer par cette CAN féminine. Eh bien, les pays qualifiés sont connus. Le deuxième et dernier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2026 a connu son épilogue ce mardi 28 octobre 2025 avec les dernières rencontres de la manche retour. Au terme de cette étape des campagnes de qualification, les 12 sélections qualifiées pour la phase finale de la 14e édition de la plus prestigieuse compétition de football féminin sur le continent, eh bien, sont connus. Il s'agit du Maroc. Oui, du Maroc, c'est le pays organisateur, le pays hôte, de la Zambie, de l'Algérie, du Ghana, du Cap-Vert, de l'Afrique du Sud, du Nigeria, de Malawi, du Kenya, du Burkina Faso, de la Tanzanie et du Sénégal. La CAN féminine devrait se tenir du 17 mars au 3 avril 2026 au Maroc et va permettre de dégager les représentants de l'Afrique pour la Coupe du monde féminine Brésil 2027. GPP, comme on le constate, le rêve d'une deuxième participation à la Coupe d'Afrique des Nations féminines s'est estompé pour les éperviers dames battus par le Burkina Faso. Absolument, on pouvait s'y attendre un tout petit peu. La manche retour, comme on le dit, qui se jouait au pays des hommes intègres, n'a pas été du tout dans la balance, n'a pas ferni les dames togolaises qui n'ont pas réussi à prendre de meilleur sur leurs homologues. Quoiqu'elles ont pu quand même batailler, elles n'ont pas été ridicules, elles ont été vraiment présentes au niveau de l'effort, mais il faut tout simplement reconnaître qu'elles ont rencontré plus fortes qu'elles, et comme vous aimez le dire, elles vont retourner à leurs chères études pour se forger des muscles encore plus solides pour les prochaines échéances. Voilà, la formule légendaire est toute trouvée, toute sortie. Donc, il va tout simplement retenir cela. Tout au moins, elles peuvent se frotter les mains d'avoir une participation, alors que leurs sœurs béninoises, une fois encore, comme si c'était un sempiternel destin de tomber sur le Nigeria, se sont vues une fois encore... se sont vus être bloqués par le Nigeria. Et il faut retenir à leur charge quand même que pour la rencontre retour, elles ont fait un but partout, une égalisation sur une magnifique patte, un coup de pied arrêté magistralement réalisé du côté du Nigeria, contrairement à certaines mauvaises langues, certains oiseaux de mauvais augure qui prédestinaient ces filles-là à revenir avec un panier de buts à Cotonou. Eh bien, du côté du Nigeria, il y a eu un bien meilleur visage que du côté de Kégué. Je pense que tout ceci va rentrer
au niveau du capital expérience des deux nations, que ce soit du Togo que du Bénin. Il faut noter également que n'eût été la volonté du bureau exécutif du président Mathurin Deschacus qui a décidé de faire du football féminin une réalité, on ne serait même pas arrivé là. Et certains oublient que c'est il y a seulement quelques années que le projet a démarré et on pense qu'on est déjà au niveau pour rivaliser avec une formation comme le Nigeria qui a quand même connu au moins 10 fois le bonheur de remporter cette compétition et de connaître plusieurs expériences avec des joueuses qui sont d'un niveau totalement international, pendant que nous on essaye quand même comme à notre habitude. Trop de littérature dithyrambique sur ces super falcons qui ont quand même été défiées chez elles par les Amazones, partout, ça veut dire qu'elles sont prenables. Jocelyne Sénan. Les Béninoises n'ont pas démérité. Elles ont joué le match aller à Kégué. On a vu comment ça s'est passé. Et on a retrouvé un meilleur visage. Tout à fait. On a retrouvé un meilleur visage. Un but partout. Franchement, je pense que, comme vous l'avez dit, comme l'a su bien dit, JPP aussi, l'apprentissage va continuer, que ce soit pour les Béninoises, que ce soit pour les Togolaises. C'est déjà bien de se retrouver face à ces équipes-là. Je pense que pour les fois à venir, elles feront mieux. Votre avis, Vince, sur la question? J'étais à Lomé, donc j'ai vu le match aller contre le Nigeria. Et c'est vrai que ça a été quand même... tout le monde était un tout petit peu surpris de la prestation, bien sûr, des Amazones. Et dire quand même qu'au match retour, qui ne pourront pas se qualifier, ce n'est pas du tout être mauvaise langue. On s'est dit, le parcours qui est fait est déjà appréciable. Il faut l'apprécier à sa juste valeur et montrer encore une fois aussi que le travail produit, le travail avance, mais le résultat n'y est pas encore. Si on dort sur le laurier parce qu'on a pris 2-0 à Cotonou, on a fait 1-1, là, franchement, on va tout de suite dans le décor. Là, ce qui est appréciable, c'est quoi? C'est la performance des joueuses, l'état d'esprit, la posture, le plan technique, le respect du jeu. Ça, c'est les éléments de base d'abord qu'il faut apprécier et non qu'ils prennent 10-0 ou 11-0, on va les féliciter, les encourager. Donc, ce n'est pas le nombre de buts encaissés, non. Mais quels sont les éléments de base qu'on met en place aujourd'hui? Comment on arrive à optimiser le taux, bien sûr, de cette fille-là. Et quand tu vois un peu au niveau des deux matchs, tu vois, il y a du progrès. Donc, vous avez raison de saluer l'engagement, bien sûr, de la fédération et de l'État aussi, qui a mis beaucoup de moyens dans le football et féminin aujourd'hui. Donc, je pense quand même que ces filles, au-delà des conditions de travail dans lesquelles on va peut-être arriver, parce que tout le monde parle de performance, c'est bien, c'est vrai, mais dans quelles conditions ces filles-là travaillent? Dans quelles conditions aujourd'hui dans leur club? Comment on a pu les repérer? Ça, c'est les choses sur lesquelles, si on vient être une grande nation demain, il faudrait que ces petits éléments-là soient vraiment des éléments prioritaires. On est en train de faire quelque chose de structurant avec les guépards. Aujourd'hui, c'est les hébergements, les salaires des joueurs, les primes de match, les conditions d'entraînement, tout ça, l'organisation, l'achat des billets, et le paiement des entraîneurs. La structuration globale d'un club dépend en grande partie de la performance. Et là, c'est de là qu'il faut d'abord partir. Je dirais tout simplement qu'il y a de belles choses qui sont faites, mais qu'il y a lieu de faire des améliorations conséquentes et surtout pour pouvoir être efficace en matière de rendement pour l'avenir. Parce que Vince l'a souligné tout à l'heure, c'est des facteurs qui sont très importants. On se rappelle que la meilleure performance des Guépards lors d'une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations n'est pas venue de façon anodine. C'est parce qu'au prime abord, on l'a tellement crié sur tous les toits, au niveau de tous les médias, qu'il y a eu une bien meilleure préparation. Quand les gens se préparent bien et ont des arguments nécessaires à faire valoir, même quand ils sont face aux plus forts, ils peuvent les faire capituler. Donc, il est important de mettre en exergue ce travail organisationnel qui doit être fait et surtout faire les choses convenablement. Je crois que les choses se font convenablement. J'ai vu le nouveau ministre togolais des Sports aller au stade voir comment ces jeunes filles se préparaient avant de se rendre au Burkina Faso. C'est une très bonne chose, hein, monsieur le ministre. Et du côté du Bénin, j'ai vu, et le président, c'est normal, mais le ministre béninois des Sports également, qui s'est rendu à Lomé pour suivre la rencontre. Ça veut dire que nos États accordent beaucoup d'importance à la pratique du football féminin désormais. D'ailleurs, du côté du Bénin, eh ben, on constate qu'il y a une académie qui est en train de se construire du côté du Mono, Koufo, et plus précisément à Lokossa, hein, pour les jeunes filles.
financé par l'État béninois, financé par également la CAF et la FIFA. C'est une très bonne chose. Et je pense que prochainement, nos filles vont se faire entendre, hein, vont parler d'elles au niveau de la sous-région. J'ai vu des filles togolaises qui jouaient comme des hommes. Du côté du Bénin, même constat. Et quand j'ai fait un tour au Burkina Faso, je constate également que ça va bien. Dans les autres pays, même chose. Donc le football féminin, ouais, vous dites... Oui, on a oublié un point quand même assez essentiel. C'est de saluer le travail d'Abdoulaye Ouzérou, qui franchement faut retourner au Bénin. Ça, oui, c'est du côté du Bénin qui a fait un travail qualitatif avec cette sélection des jeunes dames qui au niveau du comportement, de l'attitude, a montré quand même de l'envie, de l'appétit et aussi un souci de progrès, d'évolution. Je pense que c'est à saluer. Maintenant, il faut le doter de véritables moyens. Je ne dis pas que rien n'est fait, mais il faut l'accompagner conséquemment pour que... Vous pensez qu'ils ne sont pas accompagnés, les entraîneurs? C'est pour ça que je rajoute conséquemment. Je sais conséquemment. Il y a un travail qui se fait. Il y a un travail. Mais il faut davantage. Oui, il y a un travail et surtout, il faut valoriser les techniciens locaux. Parce qu'on a l'habitude de loger à la très bonne enseigne les expats. Et quand il s'agit des locaux, on leur donne un traitement et puis on fait appel à leur patriotisme. Un patriotisme qui vous amène à végéter dans la misère, à ne pas reconnaître le travail qui est fait. Je pense que ce n'est pas du patriotisme, mais c'est de la traîtrise. Oui, mais il faut que nos entraîneurs locaux eux-mêmes commencent par se prendre au sérieux. Vince, je ne sais pas si je me trompe, par s'organiser. Par avoir une union crédible comme les anciens footballeurs, les footballeurs professionnels, vous voyez aujourd'hui, sont respectés. Et du côté d'Accra, tout à l'heure, vous allez constater qu'il y a un travail sérieux qui a été fait. Mon souhait, c'est ça. Il faut toujours être ensemble, être en union pour parler d'une seule voix, pour se faire entendre. Je crois que c'est de ça qu'il s'agit. Et si vous êtes d'accord, nous allons évoluer. Nous allons maintenant parler de tennis de table. Là, c'est les pongistes. C'est du côté du Togo. Le tournoi des 4 nations où les pongistes venus du Bénin, venus du Togo, du Ghana, se sont croisés les raquettes. Reportage GPP. Organisé de façon tournante chaque année par le docteur Brunel Avodagbe, ce tournoi regroupe 4 nations, le Togo, le Bénin, le Ghana et le Nigeria. Seulement, depuis un moment, le Nigeria a jeté l'éponge. Les vétérans de ces nations viennent rivaliser d'ardeur et de combativité. Et cette version 2025 a été abritée par le Togo. Dénommé tournoi CP Ping, cette 15e édition s'est déroulée en match par équipe et en individuel. Au podium, le Bénin tient le haut du pavé devant le Togo et le Ghana. En effet, le Bénin est champion par équipe et en individuel et gagne 2 trophées chez les 50-59 ans, vice-champion des 40-49 ans et 3e au niveau des 60 ans et plus. Le Ghana lui remporte un trophée chez les 40-49 ans, puis le Togo, pays organisateur, domine le tournoi chez les 60 ans et plus et rentre avec un trophée. Alors, est-ce que c'est pas bon ça? Oui, ça prouve quand même que cette discipline qu'on est depuis quelques années, on l'a souligné lors de l'émission précédente, une certaine vie au niveau sous-régional et plus précisément au niveau du Bénin et du Togo, quand on connaît les passés tumultueux que ces 2 nations ont connus au niveau de cette discipline, et aujourd'hui de savoir qu'il y a de la calmie, les choses sont faites convenablement pour permettre à ce que ce sport se pratique, et les anciens qui rappellent aux plus jeunes que c'est une discipline qui ne connaît pas d'âge, qui n'a pas de génération, que tout le monde peut pratiquer, leur montrer que malgré qu'ils sont vieux, ils ont toujours des techniques, des services dont ils gardent seuls le secret, et de motiver encore ceux qui sont hésitants, ceux qui n'ont pas envie d'accompagner cette discipline, de s'y adonner et de saluer le travail qui est fait tout simplement au niveau des instances fédérales.
c'est au bout de l'ancienne code qu'on tisse la nouvelle. Ça ne s'applique pas que dans la vie sociale, au sport également. Donc, voir les anciens se croiser les raquettes comme ça met l'engouement, ça galvanise les plus jeunes, ça leur fait comprendre que la passion, voilà, c'est à tout âge et il faut s'y mettre. Voilà. Allez, et maintenant nous allons du côté du Sénégal où il y a eu une domination à l'international de Maître Augustin Senghor, c'est l'ancien président de la Fédération sénégalaise de football. Eh bien, il entre dans le cercle des villes olympiques. GPP pour le reportage. Bonne nouvelle pour le Sénégal. Maître Augustin Senghor, ancien président de la Fédération sénégalaise de football et maire de Corée, a été élu membre du comité exécutif de l'Union mondiale des villes olympiques. Cette organisation installée à Lausanne en Suisse regroupe les villes qui vont accueillir les Jeux olympiques. Elle travaille à garder vivant l'esprit olympique et à faire du sport un moyen de progrès et de solidarité. Avec cette élection, le Sénégal gagne en visibilité dans le monde du sport à quelques mois seulement des Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2026, le tout premier grand rendez-vous olympique organisé sur le continent africain. Une belle victoire pour Maître Augustin Senghor et une grande fierté pour tout le Sénégal. Direction Accra maintenant où il y a eu cet atelier de formation en communication et administration des associations de footballeurs de la FIFPro. C'est du 20 au 24 octobre dernier et des journées riches en échanges et en partage. On retrouve GPP pour le reportage. La FIFPro, c'est la Fédération internationale des associations de footballeurs professionnels, plus communément appelée FIFPro. C'est l'organisation qui représente 65 000 footballeurs professionnels à travers le monde. Elle a effectivement organisé une formation en communication et administration de ces associations à Accra, au Ghana, du 20 au 24 octobre 2025. Et à cet effet, des participants des unions membres s'étaient réunis pour améliorer leurs compétences en communication, maîtrise des outils numériques et renforcement de leur compréhension de la stratégie et des structures de la FIFPro. Ont participé à cet atelier les représentants des unions des footballeurs membres de la FIFPro Afrique. Les objectifs étaient clairs: renforcer les compétences en communication et en administration, aligner les pratiques avec la stratégie mondiale de la FIFPro, maîtriser les outils numériques pour une meilleure visibilité et un engagement accru, construire des structures de communication internes et externes solides, approfondir la compréhension des structures syndicales et de leurs activités principales. Et dans ce cadre, Wenceslas Teko, communément appelé Vince, ancien international junior et vice-président de l'UNFPB, Union nationale des footballeurs professionnels du Bénin, y était à Accra. Le président de l'Union est Romuald Boko. De quoi exactement il s'agissait? Écoutez, il s'agissait bien sûr du renforcement de capacités de communication, de visibilité, toujours, surtout de la FIFPro Afrique, et également, bien sûr, je l'ai dit tout à l'heure, de l'efficacité d'une administration. Quand le football commençait par générer de l'argent, on se dit, mais la matière première, c'est les joueurs. Alors, qui c'est qui les protège? Qui c'est qui défend leurs intérêts? Comment les joueurs, les voix des joueurs peuvent être portées? C'est là que la FIFPro a été mise en place. Il y a la FIFPro Monde, qui est l'instance mondiale qui rassemble donc toutes les associations. Et il y a la FIFPro déclinée en régions. Il y a la FIFPro Amérique du Nord, Océanie, Asie, la FIFPro Australe, la FIFPro également Afrique. Et la FIFPro Afrique, aujourd'hui, c'est en Afrique, nous sommes 52 pays. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a un autre pays qui s'est créé par la suite au niveau du Soudan. Je ne sais pas si on est toujours à 52 ou 53. Mais sur les 52 pays aujourd'hui, c'est que la FIFPro Afrique, il n'y a que 11 pays adhérents. Et ces 11 pays adhérents, le Bénin aujourd'hui est le 12e pays aspirant à être adhérent donc à la FIFPro. Et pourquoi il y a si peu de pays? Parce que les critères sont très stricts. Nous, notre association, l'UNFPB, a été créée donc en 2021. Donc depuis 4 ans, tout le travail qui a été fait a été évalué, a été mesuré, a été sous-pesé. Et par la suite, le conseil d'administration vous fait une proposition d'adhésion. Les pays comme le Mali ne sont pas membres. Les grands pays comme le Sénégal ne sont pas membres. La Côte d'Ivoire était membre, a été retirée
bien sûr, en tant que membre. Ça vous dit quand même que ce n'est pas seulement le poids du pays qui compte, mais c'est le travail qui est fait. Et ce n'est pas facile d'être membre observateur, membre candidat ou membre permanent de la FIPRO. Donc cette instance aujourd'hui a dit, écoutez, le travail qui est fait au Bénin est tellement appréciable en 4 ans que nous vous invitons à ces séminaires-là qui sont réservés aux sommités, aux pays membres. Donc c'est la première fois donc, que le Bénin a été représenté à cette instance à Dakar et j'ai donc eu l'honneur en tant que vice-président de l'association de représenter donc le Bénin à cette messe et comment dire à Accra du 23, vous avez bien noté, du 20 octobre jusqu'au 24. Alors, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Ce qui s'est passé, c'est que il y a un changement au niveau de la FIPRO monde. Il y a David Giles qui est écossais, qui a été nommé récemment, qui s'occupe bien sûr du secteur digital. Et il y a également Paul McFarren, lui c'est un Jamaïcain et qui travaille aux Pays-Bas, qui a été nommé sur tout ce qui est communication. Et quand les deux ont pris poste il y a 1 an, ils ont fait un peu le tour des fédérations. Donc ils sont allés donc en Asie et ils ont constaté, d'après les rapports, que les gens communiquent. On a tellement de communication sur ce qui se fait autour de l'Asie, alors qu'ils ne sont que 9 membres. En Afrique, vous êtes 11, vos rapports sont tellement bien, on a tellement du plaisir à voir ce qui est fait, mais ce n'est pas visible. Comment rendre ce qui est visible, ce qui se fait au niveau de l'Afrique, visible? Première chose. Deuxième chose, comment devenir plus efficace? C'est que l'administration de la FIPRO, je l'ai dit tout à l'heure, elle est très, très exigeante. On a la plateforme qui est ouverte à partir du mois de septembre, et ça se fait le 15 février, et vous devez mettre un peu tous les rapports, tout est checké. Voilà. Donc, comment on peut renforcer cette Donc, il y a 2 recommandations importantes qui sont sorties donc, de ce séminaire, et il y avait votre collègue Ali Gologo, le Sénégalais, Ali Gologo. Il y avait également Oluwatinan, Kennedy, 22 ans de BBC. Et il y a Michael Odié, qui est également un grand journaliste ghanéen qu'on ne présente plus aussi. Et également votre ami de la CAF, Ibrahim Aladi. Aladi est toujours pas. Aladi est toujours pas. Voilà. Donc Aladi était intervenu depuis Londres pour un module. Donc ils ont dit, écoutez, il est maintenant temps, au niveau de la communication, tant de la FIPRO que locale, de mettre en place un réseau de journalistes sportifs autour, pas seulement de la FIPRO, mais autour de la défense des intérêts des footballeurs africains. Il faut que la voix porte. Donc il y a une journée entière sur ça. Ça a été animé donc par Ali Gologo. Deuxième chose, c'est au niveau de MDAS. MDAS, c'est la plateforme dont j'ai parlé tout à l'heure. Comment ça se passe concrètement sur cette plateforme? Au niveau du nombre de joueurs inscrits, nombre de joueurs adhérents. Est-ce que les joueurs ont des salaires? Est-ce que les joueurs ont des contrats? Est-ce que les clubs sont professionnels? Est-ce que c'est semi-amateur? Comment ça se passe au niveau des conventions? Est-ce que, donc, la chambre de résolution des litiges, comment l'administration peut se rendre plus efficace et performer? Voilà donc les 2 entités sur lesquelles nous avons travaillé pendant 4 jours. Le Togo... Non, le Togo n'est pas membre. Je devais rencontrer l'association des Togolais le dimanche, parce que quand j'ai quitté Accra, j'ai fait 2 jours à Lomé. Ça m'a permis donc de voir le match des Amazones et également de Coton FC le lendemain. Avant de revenir pour ça. Avant de revenir exactement dessus. Voilà, donc je devais rencontrer donc l'association. Il y a une petite association qui émerge au Togo actuellement. Donc on devait les rencontrer pour discuter un peu, pour voir un peu. Ils ont le grand débailleur. Ils ont quand même des grands joueurs quand même qu'on connaît. Voilà. Mais aujourd'hui, le Togo n'est pas encore membre, ni même membre, pas du tout. Pas du tout. Le Nigeria a 8 associations. Et donc, la FIPRO ne reconnaît qu'une seule. Donc, ils ont été invités en Égypte la dernière fois lors de l'Assemblée générale de la FIPRO Afrique. Mais ils n'ont pas pu être membres parce qu'il faudrait, c'est une seule association qui peut être membre. Et dans un pays où il y a plusieurs assos, la seule qui est reconnue par la FIPRO, c'est elle qui représente les joueurs dans toutes les instances. La Ligue, la Fédération, au niveau de la FIFA. Ça, c'est les tests de la FIPRO sont clairs dessus. Donc, en Côte d'Ivoire, il y avait une association qui était dirigée par Cyril Desmeraude. Et lors des élections à la fédération, vous savez que Didier Drogba a été candidat. Les tests de la FIPRO sont clairs. Dans n'importe quel pays, quelles que soient les divergences, si vous êtes ancien joueur et vous êtes candidat à un poste, l'association de la FIPRO a le droit de vous soutenir. On peut ne pas être d'accord sur péripétie. On peut avoir des associations, mais dès que vous êtes ancienne gloire et que vous postulez à un poste, nous avons l'obligation de vous soutenir. Voilà. En Côte d'Ivoire, Cyril Desmeraude, n'a pas soutenu Drogba quand il était candidat à la fédération. Donc il y a eu quand même des mises en demeure, il y a quand même des suspensions et finalement un retrait. Donc on les a retirés, la FIPRO les a retirés totalement donc, de l'instance. Burkina Faso, c'est pareil. Ils nous ont contacté il y a quelques jours parce que nous,
d'ici 2 ans, quand on a commencé, ça a été très difficile les premières années. Vous êtes témoins. Deuxième année compliquée, les relations entre la fédération et nous, les relations entre les clubs et nous étaient compliquées. Là, ça s'améliore. On aura le temps d'en parler. Donc, le Burkina Faso a sollicité un entretien pour venir nous discuter avec nous, voir comment on a commencé, où est-ce qu'on en est. Et par la suite, ils devraient donc faire leur acte de candidature. Mais le travail, c'est que c'est dur. Pendant 4 ans, c'est sillonner le pays, rencontrer le club, ça nécessite du temps. Et vous l'avez fait? Nous l'avons fait au Bénin. Et qu'est-ce que vous avez constaté? Écoute, d'abord, je rends grâce donc à un grand monsieur du football qui n'est plus parmi nous aujourd'hui, c'est Bruno Didavi. Paix à son âme. Paix à son âme. On en a parlé sur... Exactement. Parce que quand nous avons commencé donc, à mettre sur pied l'association qui est dirigée par Romuald Boko et le secrétaire général adjoint Emmanuel Imorou, des gens que vous connaissez très bien, on a envoyé un courrier à la fédération pour dire nous souhaitons vous rencontrer pour vous expliquer ce que c'est que l'association. On a envoyé un courrier à la Ligue, c'était au temps du président Zomarou. J'ai déposé le courrier moi-même pour dire nous souhaitons vous rencontrer pour vous expliquer l'association. Et quand beaucoup de clubs ont entendu le mot syndicat de footballeurs, ça fait peur. Ça fait peur. Personne n'a envie d'entendre parler de football syndical dans le football. Oh non, le paradigme du syndicalisme a changé totalement. Ce n'est pas de la rébellion, c'est du partenariat. Donc le seul qui nous a rencontrés, c'était Bruno Didavi Apoubé, et qui nous a permis de rencontrer son équipe. Donc cette première rencontre a ouvert la voie pour montrer à certains présidents que non, ce n'est pas un syndicat de rébellion, ce n'est pas un syndicat d'opposition systématique, mais c'est un syndicat de partenariat qu'on a mis en place. Et donc, on a commencé par rencontrer. On a rencontré Coton Sport, on a rencontré l'Auto Popo. Tous ces clubs, on les a rencontrés, discuté avec les responsables et les joueurs. On a rencontré également Étoile Filante. On a rencontré également le club de Niki, les Cavaliers de Niki. Donc, on est monté dans le Nord avec nos délégations pour les rencontrer, pour leur expliquer un peu quelles sont nos missions. Ouais. Et aujourd'hui, nous avons rencontré hier donc la Ligue de football du Bénin, et qui nous a fait l'honneur de nous accueillir, et nous discutons avec eux. Nous avons été reçus par la fédération, mais ce n'était pas par le président, c'était pas le cabinet. Mais j'ai demandé au président que pour une question quand même de respectabilité et de fidélité, de légitimité, c'est important pour nous de le rencontrer. Donc voilà, donc on a fait un peu le tour des clubs. Je pense quand même qu'il y a des clubs qui font des efforts, et nous l'avons dit tout à l'heure, que si pour performer, il faut se structurer, il faut s'organiser. La plupart des clubs, le championnat professionnel n'a que de professionnels de nom. Il n'y a que le nom qui est professionnel. Mais dans les faits, dans les dates, dans les pratiques, il manque beaucoup de professionnalisme. Et là, je pense qu'avec les nouveaux dirigeants, le nouveau comité transitoire de la Ligue, les nouveaux tests qui sont en train de travailler, les nouveaux dispositifs qu'ils mettent en place vont renforcer le professionnalisme. Ce que nous avons constaté, c'est que la plupart de ces structures-là ont des organismes, des instances administratives qui sont complètement désorganisées, qui sont très mal structurées. Ça, ce n'est pas des critiques, c'est des constats qui sont palpables, qui sont touchables. Voilà. Et que quand une structure est désorganisée, quand l'administration n'est pas solide, franchement, sa déclinaison dans les actes qui sont posés, les actions, est fragile. Et c'est ce qu'on observe. Très peu de clubs payent leurs joueurs correctement. Le problème n'est pas que le salaire. Très peu de clubs payent leurs joueurs correctement. Quand tu enlèves les 4 mastodontes, quand je parle des 4 là, je parle bien sûr de l'Auto Popo, je parle bien sûr de Coton FC, je parle de AS Cotonou, quand ils étaient avec CNSS. Je ne sais pas ce que ça devient aujourd'hui. Avec CNSS, c'est des clubs qui payent bien leurs joueurs où on n'a jamais eu de problème. Où les seules saisines sont mineures. Ça ne concerne pas les contrats. Les contrats sont respectés. Quand tu demandes à un joueur quels sont les exemplaires de contrat, il peut te le montrer. Ça, c'est bien. Quand tu descends un peu, il y en a qui font un tout petit peu d'effort, mais tu as quand même comment dirais-je, je dirais pas les délais de la classe. Non. Mais quand tu as quand même des clubs et tu te dis, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que vous avez accepté d'aller chercher des compétences pour vous accompagner? Il y en a plein dans le Bénin. Il y a des jeunes qui sont compétents, qui connaissent ce que la gestion administrative, l'administration qui peut vous aider. Tu vois? Et nous y allons. Donc, le problème majeur que connaissent ces clubs-là, c'est que la plupart d'entre eux ne vivent que de subventions. Et ça, c'est pas vrai. Un club première division aujourd'hui ne peut pas vivre que de subventions, c'est impossible. Et cette subvention ne suffit pas, ou on ne sait pas où on va, mais ça ne couvre même pas le fonctionnement d'abord du club. Et quand on parle de fonctionnement, c'est que les 2/3 du fonctionnement sont sur les salaires. C'est la masse salariale qui bouffe les 2/3. Et donc, le plan financier ne respecte même pas, aujourd'hui, ne couvre même pas, ne pas supporté par la subvention qui arrive. Il faut aller chercher ailleurs. Mais donc, voilà, c'est ce qu'il leur faut. Mais ça impacte forcément les paiements de salaire.
Tu as des clubs aujourd'hui qui doivent 6 mois de salaire. Ah. Tu as des clubs qui doivent 4 mois de salaire. Ah bon? Tu as des clubs qui doivent aujourd'hui 6 mois de prime depuis 2024. Non. Je prends l'exemple d'un club basique comme Tonnerre FC. Oui. Tonnerre FC, nous sommes en 2025. Tonnerre FC a 6 joueurs à qui il doit de l'argent en 2024. Les joueurs ont saisi l'association, l'union de l'EPB. Et nous avons donc, il y a encore, c'est un joueur local, il faut que j'apporte une précision aussi. Quand c'est un joueur étranger qui te saisit, pour impayé ou rupture de contrat, nous avons la légitimité en 48 heures, 112 heures de saisir la FIFA. Quand on rassemble tous les éléments. La FIFA a 2 mois pour décider. Et 2 mois après, on envoie un message au club pour lui demander, sa position, qu'il fasse aussi ses conclusions, pour entendre un peu le club. Et après, la FIFA a 2 mois pour trancher. Dans 98% des cas, les joueurs gagnent. Quand c'est les joueurs étrangers. Quand c'est un joueur local, c'est compliqué. Tu fais déjà un échange téléphonique avec le président. Tu envoies un courrier pour rappeler les faits. Si tu n'as pas de réponse, tu envoies une mise en demeure sous week-end, donc pendant 8 jours. S'il ne répond pas, tu fais une saisine à la Ligue qui gère le football. Si tu n'as pas de réponse, tu saisis la fédération. La fédération a 2 mois pour te répondre. Si la fédération ne répond pas, tu saisis la chambre de résolution des litiges de la fédération qui a 6 mois pour te répondre. Si elle ne répond pas, tu saisis les tribunaux locaux. Ah, c'est permis. C'est permis. D'accord. Le droit, c'est permis de saisir les tribunaux locaux. Tu les saisis et le tribunal a sa durée de traitement des dossiers. Donc tu as banalement 10, 11, 12, des fois 1, 2 ans avant d'avoir gain de cause. Si tu n'es pas satisfait, tu peux aller au TAS. Ah oui. Quand c'est un tribunal arbitral du sport. Exactement. Quand c'est un joueur local. Et les présidents le savent. Donc ils pètent vite les joueurs étrangers pour ne pas avoir de problème. Et les locaux sont méprisés, sont humiliés dans la pauvreté totale. Et vous parliez de Tonnerre. Donc Tonnerre FC, j'ai donc appelé on a le bureau de l'UNPB a donc appelé le président, c'était Sylvestre Adoimbo, et qui est très content, qui dit qu'il a été aussi un ancien footballeur. On a discuté et il a reconnu. Il dit oui, je dois 4 mois en 2024, mais j'ai des problèmes de trésorerie. On dit mais oui, ça peut arriver, monsieur le président, ça peut arriver à tout le monde. Soit c'est une mauvaise gestion, soit c'est d'autres choses, soit il y a d'autres impératifs, mais il ne faut pas que ce soit au détriment des joueurs. Comment on fait pour rembourser les joueurs? On est au mois de mars 2025 et il doit au mois de 2024. Les subventions de 2025 sont tombées. Vous en avez fait quoi? On ne sait pas du tout. Donc on a traité en mois de juin, donc de mars, avril, mai, juin, on était en discussion. Et le gars te dit qu'il n'a pas de l'argent pour payer. Mais ce qui est encore grave, il y a des joueurs qui sont étrangers, qui ne peuvent pas rentrer chez eux au Nigeria, mais qui ne peuvent pas nous permettre de saisir la FIFA parce qu'on leur a fait des passeports béninois. Ils ont joué en tant que joueur local. Donc c'est le dispositif local qui s'applique. Donc nous ne pouvons même pas intervenir, porter l'affaire. Si on portait cette affaire-là, c'est qu'ils seront dans la merde. Total. Mais on ne pouvait pas. Donc on a saisi le club, on a saisi le prix. À un moment donné, il ne répond plus. Parce que pourquoi? Et c'est encore une astuce. Et c'est indigne d'un président de club de se comporter comme ça. Et je pèse bien mes mots. Quand le club descend en national, en amateur, ça change les règles. Il n'a plus de statut de professionnel. Donc nos dispositions légales, en clair, ne s'appliquent plus à ce club-là. Et il le sait. Donc il fait traîner. Et jusqu'à aujourd'hui, les joueurs ne sont pas payés. Nous, on a donc ressaisi encore la Ligue. On dit, mais on ira quand même jusqu'au bout. Et on a pris donc un avocat à qui on a confié les dossiers pour nous dire, mais écoutez, on ne peut pas laisser ça comme ça. On a quand même 4 joueurs qui sont dans la souffrance. Donc la procédure, l'avocat est en train d'étudier les dossiers. Et le pire, c'est que les joueurs n'ont même pas leur contrat. Comment tu vas défendre des joueurs qui n'ont pas leur contrat? Si, c'est une réalité. Oui. Tu vois? Donc la procédure judiciaire, à l'instant, on est à l'étape de recueil d'informations. Qu'on n'a pas encore tout. Mais on ne lâchera pas. Parlons de Boa FC, si vous me permettez, je ne vais pas vous poser la... Boa FC. C'est le serpent. Le serpent. Boa FC. De Sinandé. D'accord. Boa FC de Sinandé, ce qui est un club, bien sûr, en première division, ils sont descendus maintenant en deuxième division, qui est dans la ville de Sinandé. Je fais un coucou à toute la population de Sinandé. C'est des gens braves et des femmes braves également qui sont là-bas. On aime beaucoup cette ville. Mais cette ville mérite aussi des dirigeants, doit mériter des dirigeants aussi qui sont à la hauteur de l'enjeu, bien sûr, de ce que représente l'histoire de Sinandé. Malheureusement, pour M. Mohamed Dafia, ce n'est pas encore le cas, et c'est dommage. Donc, les joueurs les ont saisis en tant que joueurs adhérents de l'Union, et c'est 6 mois de salaire impayé.
Donc, on reçoit leur doléance. Ils nous signent un mandat de représentativité. Quand tu demandes à un avocat de représenter, tu lui fais un mandat. Ils nous font le mandat. Et on leur demande de nous avoir leur story. Le story, c'est la conclusion. Ouais. J'ai signé la licence à tel moment. Voilà le total de ce qu'on leur doit par la suite. Ouais. Tous ces documents rassemblés, nous saisissons le service juridique de la FIPO Afrique, l'assistance juridique, qui nous guide. On dit, bon, on a appelé donc le président de Boa, M. Mohamed Dafia. Au départ, il menaçait tous les journalistes. Ah bon? Tous les journalistes qu'il appelait pour demander, il les menaçait. Première chose. Et quand on a sorti l'article dans la presse. Et quand il a compris un peu le tollé que ça a fait, il nous a appelés. On lui a dit, ok, ce n'est pas pour t'insulter. L'article, c'était juste pour dénoncer un cas. Parce que les enfants boivent du coco le matin, tu vois, le coco de 50 francs, c'est pas la bouillie. La bouillie du matin, du 50 francs, et à la fin, on leur défend 32 000 francs CFA de leur salaire. 32 000 francs CFA de leur salaire. Ouais. Et c'est le code de bouillie avec un peu de nouveau de quoi, là, les beignets, exactement. Et voilà. Donc, on l'a dit, mais écoute, donc au départ, mais il a reconnu par la suite qu'il doit de l'argent aux joueurs et qu'il va payer. Il dit, mais je n'ai pas les moyens. On dit, mais monsieur, mais il y a la subvention. On est au mois de mai, là. La subvention du ministère est tombée. Il dit, oui, mais on avait des échéances, le loyer, les salaires. Donc, il paye un groupe de joueurs qui ne payent pas. Et 6 ou 7 ne sont pas payés. Je dis, ok, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Une semaine, 2 semaines, il y a pas de temps. On a envoyé un courrier officiel. On n'a pas eu de réponse. On a envoyé une mise en demeure sous week-end, la procédure. On n'a pas eu de réponse. On a saisi donc la Ligue. Et on a sorti encore un article dans la presse avec l'aide des journalistes de la presse. Et là, il y a une fureur au niveau de la mairie de Sinandé. Le maire était en colère contre le bal de Sinandé, alors que ce n'est pas lui, c'est M. Mohamed Dafia. Donc j'ai appelé M. Bior, qui est le maire de Sinandé, pour dire, mais voilà la situation. Et il nous a dit, écoutez, je vais régler. Lui, c'est le président de Bani Gansé. Il dit, mon cœur, c'est Bani Gansé. Moi, je n'ai pas de problème. Mais je viens chaque fois en aide à M. Mohamed Dafia, qui est son employé, Mohamed Dafia, pour maintenir le club. J'ai dit, mais monsieur Bior, avec tout le respect que je vous dois, ce n'est pas un problème qui concerne les joueurs. Si quelqu'un n'a pas la capacité de prendre le club, il ne prend pas. Ce n'est pas possible. Donc, c'est lui qui dit, mais je vais régler. Il l'a appelé, ils ont discuté. Il dit, donnez-moi 1 mois. On lui a donné 1 mois, rien n'est arrivé. Les joueurs ont commencé par recevoir des menaces. Et là, on a quand même un joueur dont la fille de 9 mois, il n'avait pas de l'argent pour payer le lait maternel infantile à sa fille. Un joueur. Et là, j'ai pris cette photo-là pour l'appeler pour dire, écoutez, là, franchement, c'est arrivé à un niveau. On a le propriétaire qui nous a appelé pour dire qu'il va mettre le garçon au dehors parce qu'un autre n'a pas payé son loyer. J'ai dit, mais vous êtes père de famille. Oubliez le côté professionnel, l'humain. Et vous avez vos enfants qui sont dans cette situation, dans une ville, et vous êtes le maire de la ville. Vous êtes le président du club. Mais ce n'est pas vrai. Ça fait au total 3 600 000 francs CFA qu'il doit au 6. Et on a sorti un communiqué avec l'aide de la FIPO aussi pour médiatiser un peu cette histoire-là. Et c'est aller un peu au niveau de l'Afrique. Malheureusement, on n'a pas le choix. Et donc, il nous appelle pour dire, écoutez, je vais faire un effort. Donnez-moi 72 heures. Nous, on a rassuré les joueurs. Il y a un joueur à qui on a été obligé de cotiser pour payer. Or, on ne le fait jamais. Parce que quand tu le fais pour une fois, il faut le faire pour tout le monde. C'est exceptionnel. Romy Advocor, Léonce, dans le bureau, on a cotisé pour payer pour le joueur là. Il dit, donnez-moi 72 heures. Après 72 heures, je vous jure, vous n'allez pas me croire, sur 3 600 000, il dit, je vais vous faire une proposition. Je vais payer 100 000 francs CFA. On dit, attends, est-ce que c'est d'abord 100 000 francs pour chaque joueur? Non. Il dit, pour le moment, je n'ai pas. C'est la saison des semences. On est en train de récolter, de planter. Qu'est-ce qu'on a à foutre? Est-ce que ça, c'est, voilà. Et on dit, est-ce que c'est une blague? Moi, pour pas, j'ai dit, c'est quand j'ai reçu le message, j'ai dit, c'est une blague. Et au niveau du bureau, on a fait une réunion, on a informé les joueurs, quand même, c'est notre droit pour leur dire, voilà, pour réflexion. Mais il y en a qui ont commencé par pleurer. Il y a des joueurs qui pleurent. On dit, mais c'est du foot. Est-ce que ça, c'est un président de club? Est-ce qu'on peut appeler ça président de club? Est-ce que celui-là, l'année qui vient là, va encore bénéficier de subventions? Est-ce que celui-là, aujourd'hui, va être considéré encore comme club? Là, la bataille qui va suivre, c'est de tout faire pour commissaire des sports que Boa FC, Tonnerre FC ne reçoit pas de subvention cette année. Et c'est cette bataille-là dans laquelle nous sommes. J'ai demandé une audience au ministre des Sports pour cette semaine. J'espère qu'on l'aura. Mais la semaine prochaine, il y a une délégation internationale de la FIPO qui arrive. Au Bénin. Pas pour l'histoire de Boa, mais pour d'abord notre association. Parce que comme nous sommes aspirants et qu'ils nous ont proposé en tant que membre officiel,
ils vont venir sur place au Bénin pour nous rencontrer le ministère et la fédération. Ils viennent la semaine prochaine. Donc, on va leur demander également que ce cas-là, c'est encore très important aussi. Il y a certains clubs qui font bien, qui font très bien le travail, qui paient les joueurs, mais il y en a qui ne le font pas. C'est ça, GPP. Oui, et vous vous souvenez que j'ai toujours dit ici qu'on avait des présidents de clubs qui ne payaient les joueurs que selon leurs humeurs ou selon les résultats. On est dans le cas d'espèce aujourd'hui où ces personnes-là reçoivent les subventions, où vous avez des clubs qui n'existent que de nom. On a dit que certains font des efforts. Il y a de ces clubs qu'on qualifie de grands clubs aujourd'hui au Bénin qui ne payent pas les salaires à temps aux joueurs, qui ne payent pas les subventions à temps aux joueurs, qui ne mettent pas en place... J'ai bien aimé sa formule. Le championnat n'est professionnel que de nom. Et ça, on l'a dit ici à maintes reprises. Moi, à la place de certaines autorités, il y a des clubs qui doivent disparaître. On est une nation d'à peine aujourd'hui de 13 millions de personnes. Et on a des clubs jusqu'à la 50aine de clubs. Si quelqu'un réussit un peu dans les affaires, il crée son club, il crée un regroupement là et il est seul à diriger. Parce que tout le monde, en fait, il y a de gros problèmes d'ego au niveau du football. Les gens, comme dans d'autres pays, ne peuvent pas se mettre ensemble, créer de véritables conseils d'administration pour gérer les clubs. Les gens ne pensent seulement qu'à leur poche, et comme ils savent qu'il y a du business aujourd'hui, qu'il y a des subventions du gouvernement, ils attendent cela, ils prennent les subventions parfois pour régler leurs propres problèmes, au lieu de régler les problèmes des joueurs. Vous entendez, il y a plein de joueurs qui sont comme ça, qui limite sont devenus des racketteurs, qui attendent à la fin de match et qui vont voir les supporters. Écoutez, on ne nous a pas encore payé, donnez-nous de l'argent pour qu'on puisse manger ce soir. Et vous envoyez ça pratiquement sur tous les stades. J'ai peur parce que quand même au Bénin, on peut dire que c'est la référence. L'État fait ce qu'il doit faire. Oui. Et c'est une première. Et c'est là. La souveraineté nationale et internationale, tout le monde s'accorde à dire qu'au Bénin, en tout cas, tout se passe bien au niveau du sport. Si. En ce qui concerne le financement, en ce qui concerne les subventions, en ce qui concerne la construction des infrastructures. Et ça, c'est une réalité. Mais si le chef de l'État apprend ce désordre, il doit l'apprendre. Et je pense que c'est le lieu de saluer une fois encore, on l'a fait lors de la précédente émission, les critères qui ont été mis en place par le ministère des Sports, notamment sous l'égide du ministre des Sports, Benoît Dato, pour qu'aujourd'hui, les efforts et la façon dont ces subventions-là sont gérées puissent être appréciés, pour qu'il y ait un suivi et évaluation. C'est important parce que certaines personnes par le passé, bénéficiaient injustement des sous. Il n'y a pas seulement qu'au niveau des clubs, au niveau des soi-disant centres de formation également, où les gars se tapent le million, où ils créent des cabanes. Aujourd'hui, ça c'est réglé. Non, en fait, l'argent est converti en formation. On prend cet argent pour former l'entraîneur d'abord. Je pense que c'est une bonne trouvaille du ministère des Sports. Absolument, c'est pour cela que je dis le critère suivi et évaluation est important. Et de telles dénonciations sont les bienvenues pour qu'on puisse justement savoir ce qui se passe au fond, n'est-ce pas, Jocelyne Senaou? Je suis d'accord. La dernière fois, j'ai été surprise quand vous prenez un club comme Dadje FC, qui est club champion. Qui a eu des problèmes avant d'aller jouer. Et vous avez vu comment... Beaucoup de problèmes. Et dernièrement, ils ont failli boycotter un match du championnat. Je crois que c'était lors de la 5e journée où A+ Bénin devait être en direct. Et le match a démarré à 16h35 parce que les joueurs, à un moment donné, ont refusé de jouer parce qu'on reste leur devoir jusqu'à 3 mois, je crois, de salaire. Et... je rejoins VS, je rejoins JPP qui disent que le football béninois aujourd'hui n'est professionnel que de nom. Ça ne peut pas marcher comme ça. On ne peut pas vouloir d'une chose et en même temps vouloir de son contraire. Je pense que il faut suivre et vraiment évaluer tout ce que les clubs reçoivent comme subvention. Sinon, il y en a qui sont contents, il y en a qui ne le sont pas. Je veux parler des joueurs qui souffrent. C'est pas normal qu'un joueur soit dans un championnat qui se dit professionnel et qui ait des difficultés à nourrir ses enfants.
c'est inconcevable. Et il ne faut pas que l'appétit vorace de certains dirigeants vient saborder tous les efforts consentis par le gouvernement du président Patrice Talon et emmené par le ministre des Sports Benoît Dato d'accompagner le sport parce qu'on investit. Mais derrière, on ne va pas investir pour qu'il n'y ait pas de résultats. On ne va pas investir pour que certaines personnes s'en mettent plein les poches et derrière négligent ceux-là qui sont les premiers acteurs. Combien de joueurs au Bénin peuvent véritablement vous dire qu'ils sont contents quand un joueur doit aller taper dans le cuir et pendant qu'il est en train de taper dans le cuir, il doit penser à comment payer son loyer ou aux menaces du proprio de le mettre à la porte ou comment il va gérer sa fille qui est souffrante dont il n'a pas les sous pour payer tout au moins les frais élémentaires à l'hôpital. Et derrière, on est en train de crier championnat professionnel. Pas parce que les carnavals n'ont pas été tracés pour que cela soit professionnel, mais parce que certaines personnes perfides, certaines personnes amoureuses du gain à l'extrême ne privilégient pas l'amour du football. C'est pour ça ce nombre pléthorique de clubs que nous avons au Bénin. Oui, vous savez, on a plus de 30 clubs en division supérieure. C'est impensable, c'est incroyable. Il a fallu l'arrivée du ministre Benoît Dato, l'actuel ministre, pour dire, mais écoutez, pourquoi c'est comme ça? Il faut régulariser ça. Ben, on est venu même à 18. 18, c'est encore trop. Au Togo, ici, eh bien, on a démarré le championnat la semaine dernière avec 14 clubs. Je dis bien 14 clubs. Dans certains pays, on joue avec 12 clubs. Naguère, de notre temps. Absolument. On a été aussi anciens footballeurs. C'était avec 8 clubs. Mais vous allez attendre. Qu'est-ce que vous avez vu ça dans quel pays? Maintenant, on revient à 18. Bon, chacun veut tout faire pour gagner. C'est la subvention. On prend l'argent. On se tape une bagnole. Et puis bon, on laisse les joueurs mourir de faim. On doit saluer la naissance ou l'arrivée donc de cette union des professionnels, des footballeurs. Il faut vraiment féliciter Vince, prier pour Vince et ses collègues pour qu'ils soient toujours là pour défendre véritablement les intérêts des footballeurs. C'est une très bonne chose. Dieu sait qu'ils ont été combattus. Dieu sait qu'ils sont combattus. Dieu sait qu'il y a eu une sorte de vendetta, même au niveau des médias, où on a tiré sur eux à leur naissance pour pouvoir... Une certaine presse qui... alimentaire, le gangsterisme... Voilà, journalistique. On comprend ça, hein? On comprend cela. On a vu sur le ministre Béninois Dato. On a rapidement... Ce qui se passe dans le football béninois aujourd'hui, je pense que ça se passe nulle part ailleurs, sur le continent. Je ne suis même pas sûr qu'au Togo, comme ça aussi, ça se passe. Je n'en sais absolument rien pour le moment. Mais jamais l'État n'a mis autant d'argent, autant de moyens dans le développement du football. Jamais. Et si c'est le cas, ce n'est pas seulement une initiative de l'Assemblée, ce n'est pas une proposition de loi qui viendrait bien sûr du Parlement. Non, on le doit surtout à la trajectoire d'un homme. Parce qu'on a un homme, un chef d'État qui aime le foot et qui veut le développer et qui a mis toute son énergie dedans et les moyens suivent. Ces moyens suivent, ça c'est très bien. Nous avons la chance d'avoir le ministre des Sports, il faut être honnête pour le reconnaître, Dato, depuis 2 ans, qui a structuré tout le fonctionnement qu'il y a autour. Et les résultats vont venir. Mais comment on peut aujourd'hui dépenser des milliards dans le football et ne pas s'assurer? Le suivi et évaluation, c'est très bien. Parce qu'il a un cabinet d'audit qui évalue un peu les clubs sur les dépenses. Mais là, ce n'est que la face visible. Parce que le cabinet d'audit va évaluer quoi? On te met des états, on t'envoie des états. Et tu vois les états qui sont signés et tu dis, tu valides. Mais les clubs font signer les joueurs sur les salaires qu'ils ne reçoivent même pas. Mais qui c'est qui peut? Est-ce que le ministère a les moyens d'aller sur le terrain? Non. Est-ce que la Ligue a les moyens d'aller sur le terrain? Non. Ces joueurs-là ne parlent qu'à l'association. Donc nous avons demandé au ministère des Sports que dans le suivi évaluation, qu'il nous exclue dedans. Que nos retombées de ce qu'on fait remonter, nos remontées de terrain soient également des critères d'évaluation, de vrais indicateurs pour mesurer vraiment l'efficacité du club. Tu as des clubs dont les états sont bons, mais sur place, les joueurs ne sont pas payés. Il faut payer les joueurs. Si vous ne voulez pas payer les joueurs, laissez tomber vos clubs, carrément.
allez, on ne vient pas pour s'amuser, c'est le professionnalisme et l'État met beaucoup d'argent. Donc, il faut faire plaisir également à l'État. Nous allons maintenant voir le tirage au sort de la 5e édition de la Ligue des champions féminines de la CAF qui vient de livrer son verdict. Chez Pépé pour le compte rendu. 8 équipes engagées dans la 5e édition de la compétition connaissent désormais leurs premiers adversaires. Conduit avec précision par l'internationale égyptienne Sarah Essam, le tirage a dévoilé ce lundi au Caire des affiches prometteuses. Le match d'ouverture offrira un duel 100% nord-africain entre le FC Massar, 3e de la dernière édition, et l'AS FAR, championne d'Afrique 2022. Cette rencontre se disputera au stade du canal de Suez à Ismaïlia. 2 nouvelles formations feront également leur grand début dans la compétition. Le 15 de agosto, qui nous vient de la Guinée équatoriale, sera opposé à l'USFAS du Mali dans une affiche pleine d'intrigues et de curiosité. Dans le groupe B, les Congolaises du TP Mazembe entameront la défense de leur titre le 9 novembre face aux Ivoiriennes de la SEC Mimosa pour un duel qui s'annonce aussi intense qu'indécis. La compétition va se dérouler du 8 au 21 novembre 2025 en Égypte sur 2 sites. Le stade du canal de Suez à Ismaïlia et le stade Right to Dream au Caire. Elle promet 2 semaines de football spectaculaire et de haut niveau. Le vainqueur de cette édition repartira avec une dotation de $600 000 tandis que le finaliste recevra $400 000. Voici la composition des groupes de cette Ligue des champions féminines de la CAF 2025. Groupe A, FC Massar, AS FAR, 15 de agosto, USFAS, Groupe B, TP Mazembe, ASEC Mimosa, Gaborone United, GKT, Queens. Allez, pétanque. Disons simplement que le président de la Fédération internationale de pétanque et jeux provençal, le français Claude Azéma, a enfin dégagé. Il est allé ailleurs, il n'est plus président de la FIPJP, et il a trouvé un autre machin entre griffes, appelé World Bull Federation. Tous les Africains presque sont contents de ce départ parce qu'il a mis trop de bordel. Retrouvons GPP pour le reportage. Dans une interview accordée à nos confrères de Sport Mag, Claude Azéma, désormais ex-président de la Fédération internationale de pétanque et jeux provençal, après 20 ans à la tête de la pétanque mondiale, affirme sans embâche, je cite, « La pétanque est moins prise au sérieux en France qu'à l'étranger ». Fin de citation. C'est tout dire. Ce secrétaire parlementaire français est devenu roi en Afrique grâce au président de la Confédération africaine des sports boules, l'honorable président béninois El Hadj Idrissou Ibrahima. En effet, tel un ignorant qui cherchait du feu, une lanterne à la main, le français Claude Azéma, après quelques égarements et errements, a fini par comprendre la valeur et l'utilité de l'homme d'État qu'est son représentant en Afrique, l'honorable président El Hadj Idrissou Ibrahima, président de la Confédération africaine des sports boules, CASB. Grâce à cet homme généreux et au cœur d'or, mais un responsable de principe, représentant la lanterne dont nous parlions tantôt, Claude Azéma effectua plusieurs missions en Afrique et notamment au siège de la Confédération africaine des sports boules, 6 à Cotonou. La plupart de ces déplacements sont assurés par l'honorable Idrissou Ibrahima. Billets d'avion en classe affaires, hôtel 4 étoiles, déplacements des fois en limousine avec motard devant, et ce n'est pas tout. Il pouvait manger et boire à satiété aux frais de la princesse. Seulement, Claude Azéma n'a pas su rendre l'ascenseur à son bienfaiteur. Il crée des crises un peu partout au sein des fédérations en Afrique. Le cas le plus choquant et le plus révoltant est la suspension abusive du charismatique président de la Fédération royale marocaine de pétanque et de plusieurs membres de son institution pour une affaire dont lui seul détient le secret. À preuve, c'est qu'il sanctionne des membres de la Fédération royale marocaine de pétanque et leur président sans s'en référer au préalable au président de la Confédération africaine des sports boules, l'honorable président El Hadj Idrissou Ibrahima. Heureusement, le TAS réhabilite ces derniers et condamne plutôt
Claude Azéma à leur verser des amendes considérables. Même en France, Claude Azéma a été aussi débouté par des clubs qu'il a maladroitement et méchamment sanctionnés. Il a par la suite tenté vainement de renverser par jalousie son bienfaiteur, le président de la Confédération africaine des sports boules. Après 20 années de malgouvernance, de désordre à la tête de la Fédération internationale de pétanque et jeux provençal, Claude Azéma, 80 ans, qui a été par ailleurs chassé de la tête de la Confédération mondiale des sports de boules, CMSB, se fait bombarder à la tête d'une nouvelle trouvaille, la World Bull Federation. Et voilà, chers confrères, nous avons vu un président qui est devenu roi en Afrique. Il n'est qu'un secrétaire parlementaire, hein, il faut le préciser, devenu président de la Fédération internationale de pétanque et jeux provençal. Quand il vient dans nos pays africains, il y a des motards devant, il est dans des limousines, hôtel 4 étoiles, et puis il peut boire, il peut manger à satiété. Bon, voilà, mais qui a réussi à diviser quand même les Africains GPP. Je pense que c'est triste. C'est triste de savoir qu'il y a un président d'une institution internationale qui est censé fédérer autour de cette institution, toutes les fédérations, et qui lui-même joue au trouble fait, surtout au niveau du continent africain. On connaît tous l'histoire de Claude Azéma, on connaît tous l'implication du président de la Confédération africaine des sports boules, l'honorable président El Hadj Idrissou Ibrahima. On connaît tous son amour, sa passion, comment il s'est battu d'arrache-pied pour que ce sport ait droit de citer, comment il a très bien traité le président Claude Azéma qui, excusez de peu l'expression, s'est transformé par la suite en Judas Iscariote et qui, pardon, Judas Iscariote, qui derrière a voulu abattre ce monsieur sur le continent. Et il y a un dicton qui dit, quand vous essayez d'abattre un arbre, vous finirez par vous mettre, et que vous ne réussissez pas, vous finirez par aller à son ombre. Aujourd'hui, je pense que ce n'est pas seulement l'ombre, il voit l'ombre de loin de l'honorable président El Hadj Idrissou Ibrahima qui a bâti cette confédération africaine des sports boules avec des sacrifices, avec des efforts, qui non seulement a bâti, mais a fait un travail exceptionnel pour que de façon pérenne et que chaque 2 ans, des compétitions se tiennent sur le continent et mettent en évidence les boulistes africains, ce qui naguère n'était pas d'actualité. Il a réussi à ramener sur la terre des Agodiers une édition exceptionnelle des mondiaux de pétanque. On se rappelle 2022 au pied de l'Amazone. C'était un événement exceptionnel. Et derrière, c'est pas un monsieur qu'on abat du jour au lendemain. Un monsieur, dans le reportage, vous avez dû l'entendre, qui a statut d'homme d'État, qui non seulement est respecté pour les efforts qu'il a consentis, mais qui a des implications fortes dans ces fédérations-là au niveau continental. Et aujourd'hui, penser que parce qu'on est à la tête, qu'on peut foutre le bordel et transformer l'Afrique en Capharnaüm. On donne deux exemples. Oui, on sait que, bon, Claude Azéma, par exemple, a sanctionné d'abord en France un club. Et le club est allé directement au tribunal. Et on l'a débouté. Il a été débouté. Bon, il a sanctionné le président de la Fédération royale marocaine de pétanque et plusieurs de ses membres. Pour quelle raison, personne ne sait. Alors qu'il devrait passer par la Confédération africaine de pétanque, des sports boules. Il ne l'a pas fait directement de la France là-bas. Il sanctionne carrément. Il sanctionne carrément. Je dis bien le président, un charismatique, un homme respecté, respectable. Il le sanctionne et il sanctionne plusieurs de ses membres. Mais ce n'est pas possible. Non, et il demande maintenant à la Confédération africaine des sports boules de suivre cette sanction, d'être avec lui pour que ces Marocains puissent tomber. Et là, vous connaissez tous le pragmatisme légendaire de Ibrahima Idrissou.
Il a dit non, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Vous ne m'avez rien dit. Vous avez seulement sanctionné. J'ai appris par voie de presse qu'ils sont lourdement sanctionnés. Mais au finish, c'est le tribunal arbitral du sport qui a réhabilité le président de la Fédération royale marocaine de pétanque et tous ses membres. Absolument. Et qui a lourdement sanctionné Claude Azéma. Il a payé des amendes. On lui fait obligation de payer beaucoup. Alors je dis beaucoup d'amendes à chacun des membres qu'il a sanctionnés. C'est un récidiviste. Des choses comme ça, c'est pas bon. Vous permettez de créer à côté une confédération bis qui s'appelle Confédération de pétanque. Or, vous traitez avec une confédération africaine des sports boules. Un monsieur comme ça, quand on a son âge, 80 ans, ben, on se respecte. Tout le désordre qu'il a foutu et qu'il parte comme ça, je pense qu'on va remettre les choses à leur place. Et au passage, je fais un coucou. On va suivre une de ces interviews. Suivez l'interview. Je suis Claude Azéma, je suis actuellement président de la WPBF, World Pétanque Handball Federation, et j'ai quitté le poste de président de la FIPJP lors du congrès pour laisser la place à des jeunes, à mes successeurs. C'est un très beau championnat. On organise dans un site magnifique là dans le Douaisis, c'est le plus beau boulodrome de France. Il y a 42 pays, c'est énorme chez les féminines. On a du mal à faire venir des gens chez les féminines. On a aussi du mal à faire venir du public pour les féminines, alors que quand il y a un championnat du monde des messieurs, ça se bouscule au portillon. Mais là, il y a bien du public, il y a vraiment beaucoup de pays, aussi bien d'Afrique, d'Asie, d'Océanie, c'est parfait, quoi. Sur l'organisation, c'est un regard très positif. Là, c'est des clubs locaux qui ont envoyé des bénévoles. Il y a une armée de bénévoles, ils sont dévoués, gentils, sympathiques. C'est vraiment un plaisir de travailler avec eux. Il y a toujours quelqu'un sur la place pour servir les repas, pour servir les entrées, pour servir au contrôle. Non, c'est vraiment très bien au niveau de l'organisation. Et puis le reste pour le déroulement de la compétition, l'équipe de la FIPJP est aussi au top. Donc c'est vraiment une très belle organisation. Enfin, un de mes successeurs, parce qu'il y a longtemps que j'étais à la FIPJP, on a toujours travaillé pour développer la France, pour aider les gens à jouer à la pétanque. Et pour aider les gens, il faut parler français, ça aide beaucoup. Maintenant, il faut aussi parler anglais, mais c'est quand même, quand on porte la pétanque, on porte une partie de la culture française. Il faut savoir le mettre en avant, mais aussi savoir que dans d'autres pays, pour le développer, il faut prendre d'autres accroches, les féminines, les jeunes, etc. Mais je pense que la France a un travail essentiel. C'est la plus grosse fédération, c'est la mieux organisée. Avec mon ami Michel Lebotte comme président, il est vraiment conscient de ça. Lui, il est plus embêté par le niveau parfois des équipes françaises. Maintenant que des grands joueurs se retirent ou des grandes joueuses se retirent, c'est plus difficile. Mais évidemment, plus on développe la pétanque à l'étranger, plus la concurrence est sévère. Et à l'étranger, ils prennent plus, je pense, des gouvernements notamment et des institutions prennent plus au sérieux pour aider les joueurs et joueuses de ces pays qu'on ne le fait en France. On a du mal toujours à avoir des aides du ministère, d'avoir des accroches, d'avoir des choses comme ça. Mais bon, c'est la rançon de la gloire, on peut dire. D'avoir des grands événements en France de pétanque, c'est important, mais c'est plus important, on a l'impression, à l'étranger qu'en France. Michel était l'autre jour à une réception où un représentant du ministère a cité les grands événements qu'il allait avoir en France cette année. Il n'a pas du tout cité le championnat du monde de pétanque parce que ça ne lui est pas venu à l'idée, ses services ne lui ont pas donné l'information, alors que la pétanque est quand même un des sports les plus représentés déjà au niveau international, que ce soit au sein du comité olympique, que ce soit au sein des instances européennes. C'est un sport qui est le plus important des mondes olympiques et celui qui a le plus de résultats pour la France. Donc il faudrait peut-être qu'un peu, à la fois le gouvernement ou les instances sportives y pensent, quoi. Par contre, au niveau du CNOSF, là, le Comité national olympique et sportif, on est bien acquis, on est bien retenu, tout va bien, mais bon, il y a des efforts à faire au niveau du gouvernement. Et mon pauvre ami Michel, il faut qu'il s'y mette encore plus, le pauvre. Et donc là, on est sur le championnat du monde féminin. Quelle importance accordez-vous au sport féminin et à la pétanque féminine ? Moi, depuis que j'ai été président et de la Fédération française et de la Fédération internationale, je pense que doit être développé non seulement parallèlement avec la pétanque masculine, mais encore directement et davantage, parce que la pétanque masculine est venue naturellement. On jouait dans le temps dans les bars, les gens jouaient entre copains. Ça a été beaucoup plus dur de faire venir les féminines. J'étais à l'origine avec M. Bernard, qui était mon prédécesseur, pour créer un championnat de France doublette mixte. Parce que les féminines, si vous faites un championnat de doublette, ne viennent que celles qui pensent avoir une chance, qui sont d'un certain niveau. Alors quand vous faites une doublette mixte, c'est le meilleur axe de développement, parce que chaque homme qui joue bien, qui aime bien, il va chercher à avoir une féminine pour jouer avec lui, pour faire des compétitions. Et c'est ça la source de développement, c'est ce que je dis à l'étranger. Et puis quand on rentre dans les grands événements internationaux, maintenant,
depuis que j'ai pris la présidence de la FIPJP, on met la doublette mixte dans ces événements. C'est-à-dire qu'avant il y avait le tête-à-tête, le doublette, des hommes, des femmes. Maintenant, partout, que ce soit aux Jeux méditerranéens, aux Jeux mondiaux, on a privilégié la doublette mixte parce que ça laisse la place à la féminine, à égalité carrément avec le monsieur, et non pas en faire valoir, quoi. Ok, très bien. Et là, aujourd'hui, quel message vous souhaiteriez faire passer à votre successeur Mon successeur Oh, il est grand, hein, je n'ai pas de message à lui faire passer. Il sait comment j'ai fonctionné. Moi, j'ai fonctionné d'abord à l'amitié, après en étant présent, beaucoup présent. Donc, il faut être présent dans tous les pays qui vous demandent de venir. Il ne faut pas hésiter. Ça fait des kilomètres, ça fait des heures de vol, s'il le faut. Et puis, être présent dans les instances internationales. La pétanque est maintenant présente dans ce qu'on appelle l'ARIF, l'Association des fédérations internationales reconnues par le CIO. Donc on est sur le site du CIO, on a notre nom, on a la fédération internationale aussi de WPBF, parce qu'il faut savoir que ni la FIPJP, ni la FIB pour la lyonnaise, ni la CBI pour la RAFA ne sont reconnus par le CIO. Ils ne reconnaissent que la grande fédération qui réunit tous les sports de boules. Et ça, il faut être présent au niveau du comité olympique, il faut être présent à l'IWGA, qui est l'association des Jeux mondiaux. Il faut être présent partout, aussi bien dans les grandes réunions internationales, même si ça a l'air de rien. Les gens vous connaissent et puis au bout d'un moment ils disent ça c'est la pétanque, ça c'est la pétanque. Vous voyez, il dit qu'il s'en va et qu'il laisse la place aux jeunes. C'est ridicule. Il laisse la place aux jeunes et il va maintenant à la tête de la Horde Bull Federation. Donc il ne laisse pas la place aux jeunes. Il est toujours là quelque part. Donc je pense que Claude Azéma a intérêt maintenant à aller se reposer et laisser la pétanque et les boulisses tranquilles. Allez, direction maintenant l'Algérie, on retrouve Ismaël Benkaïdia pour le condensé de l'actualité sportive en Algérie. Bonsoir Constantine. Bonsoir FSP. La bonne nouvelle à partir de l'Algérie, c'est que les 4 clubs algériens engagés en Coupe d'Afrique, c'est-à-dire Champions League et Coupe de la Confédération, se sont qualifiés pour la phase des poules. Alors, je vais commencer bien sûr par l'USMA d'Alger et le CRB Louis-Z. Chacun a connu plus ou moins quelques difficultés, mais on va dire que ça a été plus ou moins aisé pour les deux formations. Alors bien, en Champions League, le club qui a éprouvé le plus de difficultés et le dernier à se qualifier en coupe, en Champions League, c'est le Mouloudia Club d'Alger qui, après avoir fait un but partout en déplacement à N'Djamena devant Colombe, eh bien, au match retour, eh bien, ça s'était très serré et un 0-0, un match nul aura permis aux Mouloudiens de passer ce cap et de se qualifier. Pour la phase des poules, il faut dire que ça a été très difficile. Pour la jeu des sportifs de Kabylie, je vous en avais parlé la semaine passée, c'était très facile. Après, notamment, le cinglant 3-0 en déplacement à Sfax, mais contre Monastir de Tunisie, pardon, eh bien, c'était plus facile au match retour. Le match était un peu plus compliqué puisque dans la tête, les Canaries du Djurdjura étaient déjà pratiquement qualifiés. Donc, ils n'ont marqué le deuxième but victorieux, 2-1, que dans le temps additionnel. Mais la cause étant déjà entendue, il fallait juste faire la formalité et remporter une victoire. Alors tout ça pour dire que les 4 clubs algériens sont engagés, sont qualifiés en phase des poules et c'est une excellente nouvelle pour le football algérien. Maintenant, c'est une phase de championnat. On aura tout le temps de revenir sur les péripéties des clubs algériens en coupe continentale. Et c'est, je pense que ça fait déjà maintenant 3 ou 4 années où les clubs algériens sont directement qualifiés en phase des poules sans aucune difficulté. Mais respect FSP à partir de l'Algérie, votre serviteur, Ismaël Benkaïdia vous salue de l'Algérie. Nous allons nous arrêter au Burkina Faso avec Antoine Bationo. Antoine Bationo pour le condensé de l'actualité sportive. Bonsoir. Bonsoir Félix Ondé Pépéripé. Nous avions tous pensé au Burkina qu'après la belle victoire des étalons face à l'Éthiopie par 3-1 ici à Ouagadougou, les clubs allaient relever la tête et réussir dans la dynamique des étalons. Malheureusement, après avoir perdu à domicile les 2 clubs, Ligue des Champions Raïmo FC devant Espérance de Tunis, en Coupe de la Confédération, l'Union sportive de forces armées devant le Djoliba Athletic Club de Bamako, tous les 2 clubs burkinabés
ont perdu 1-0 par le même score de 1-0 à Ouagadougou. Les manches retour se compliquaient davantage puisqu'à Tunis, le Raimo FC est tombé, lourdement tombé, 3-0 devant les espérantistes qui ont dominé la partie et se qualifient pour les phases de poule de la Ligue des Champions, tandis que le Raimo FC, éliminé en Coupe de la Confédération, il y avait un but partout. On avait espéré que l'équipe de l'USFA, Union Sportive des Forces Armées, allait remonter la pente. Malheureusement, le Djoliba l'emporte une deuxième fois par 2-1, 3-1 sur l'ensemble des deux matchs. Et le Djoliba est qualifié pour les phases de poule de la Coupe de la Confédération de la CAF. Retour à la case départ pour les deux représentants burkinabés que sont Raimo FC et l'Union Sportive des Forces Armées. On peut dire qu'on peut se soulager avec la qualification des étalons dames devant les éperviers et dames battus à l'aller par 2-0. Les éperviers dames n'ont pas pu remonter le score, permettant ainsi aux étalons dames de se qualifier pour leur deuxième CAN, la CAN 2026 au Maroc. Félicitations à cette équipe qui a permis de effacer un peu l'élimination de ces deux clubs en compétition africaine. Antoine Bateno, Ouagadougou pour One TV. Arrêt sur image. L'arrêt sur image porte aujourd'hui sur cette Ivoirienne Kimi Lorraine Ossin qui vient, ma foi, de gagner une médaille d'argent au championnat du monde de taekwondo. Et puis, elle n'a que 17 ans. Coup de cœur, coup de gueule, on commence par vous, GPP. Justement, mon coup de cœur va à l'endroit de cette Agodier ivoirienne, Kimi Lorraine, qui, à son jeune âge, a réussi quand même un exploit qu'il faut saluer. C'est comme on le dit, et comme le dit le dicton aux âmes bien-nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Mon coup de gueule va à l'endroit de l'élimination de Coton FC. Je pense que cette formation avec... Ça, c'est une équipe béninoise. Absolument. Vice-champion du Bénin, ouais. Qui avait quand même, au regard de l'explication aller en Côte d'Ivoire avec les coudées franches quand même pour pouvoir s'en sortir et qui a perdu, je dirais, un peu lamentablement du côté de Kégué. Face à San Pedro. Face à San Pedro. Je pense que on attendait mieux de cette formation de Coton FC. D'aucuns se disaient que bon, ça allait être une expérience pour cette formation de pouvoir être qualifié pour une phase finale. Et voilà quoi, échouer comme ça lamentablement alors que on avait les armes de son côté et qu'on pouvait s'en sortir. Il y a de quoi laisser un goût très amer. Chanceline Sénat, un coup de cœur, coup de gueule. Coup de cœur, ça va à l'endroit de l'entraîneur des Amazones du Bénin, Rouzero Abdoulaye. Pour tous ces Bénin, pourquoi alors que nous sommes une télévision panafricaine? Allez-y quand même. Pour tout le travail qu'il a fait avec cette sélection-là, on a vu les Amazones au Togo, on les a vus au Nigeria, on a vu quand même la marge de progression en ce petit temps-là. Et voilà, on lui dit félicitations. Coup de gueule, ça va à l'endroit des dirigeants de Dadja FC, une équipe championne du Bénin qui aujourd'hui ne se retrouve pas. On est à la 5e journée du championnat et des joueurs qui boycottent des matchs parce qu'ils ne sont pas payés depuis des mois. Franchement, je pense qu'il faut revoir l'organisation. Ça rejoint tout le développement. Parce que quand même on parle d'une équipe, d'un club champion, voilà. Je vais dire ça comme ça. Ils sont les premiers et voilà l'image qu'ils donnent. Franchement, c'est pas bien. C'est ce qui prouve véritablement que le mal est profond. Allez, coup de cœur, coup de gueule, Vince. Mon coup de cœur, c'est ce qui se fait au Bénin dans le développement de tous les sports en général, pas que le foot. Depuis les classes sportives, les compétitions dans les écoles, dans les collèges, les compétitions départementales, interdépartementales, dans toutes les disciplines, pas que le foot. Je pense que c'est ce qu'il faut faire et c'est ce qu'il y a à faire. Et ça a commencé. Ça, c'est franchement, j'adore. Je kiffe ça. Voilà. Mon coup de gueule, ça va directement à l'endroit, effectivement, de Dadier. Pas que de tous les présidents de club là, qui maltraitent les joueurs. Dadier, quand même, c'est 4 mois d'impayés.
D'après le message qu'on a eu hier, c'est 4 mois d'impayés. Les primes, on n'en a pas. Et ce n'est pas seulement la société sportive qui est fautive. Dans le cas de Nadia, il y a quand même un problème, on l'a dit, quand même, de compétences qui se posent en interne. Parce que quand vous développez ce qui se passe, les premiers éléments, en tout cas, on est en train de rassembler un peu tous les éléments pour voir un peu quelle branche, sur quelle direction on va prendre dans la défense. Mais il faut que ça s'arrête et que les clubs qui ne paient pas ne reçoivent pas de subventions. Ça, c'est beaucoup de gueule. Allez, moi, mon coup de cœur, hein, ça va à l'endroit de Marzou Kolomo, c'est notre technicien. Eh bien, c'est le sorcier de la technique. Il est assisté de Chris Bankole. Et puis, à la coordination éditoriale, il y avait Ali Wassi Sissi et notre très cher Honoré Amoussou assurait la logistique. Et je pense que c'est une très bonne chose. On se retrouve jeudi prochain, même heure, même plateau, si Dieu le veut. Bye bye. Salut chez vous.